Quand mon appartement a brûlé, j'ai écrit « Les enfants et moi sommes en sécurité, mais nous n'avons nulle part où aller ». Silence. 1 heure plus tard, ma cousine a publié des photos d'une fête au bord de la piscine. La famille avant tout. Personne ne s'est manifesté. Des semaines plus tard, dormant toujours sur le canapé d'une amie, mon téléphone a vibré avec 88 appels manqués et un texto de papa, au secours. 3 900 € ce soir. Sans hésiter, j'ai. L'odeur est venue avant la fumée, cette morsure âcre et piquante de plastique en fusion. Quelque chose d'électrique qui prend feu, une sensation familière et terrifiante. Il était 2h12 du matin. Je m'en souviens seulement parce que je venais de reborder Ava après l'un de ses rêves sur le chien que nous avions avant. Elle m'avait demandé de l'eau. Je n'ai même pas eu l'occasion de lui en apporter. J'ai ouvert la porte, et un mur d'air gris s'est engouffré. Je n'ai pas réfléchi. Je ne me suis pas arrêté. J'ai crié pour appeler Ellie, j'ai attrapé les 2 enfants, j'ai enroulé Ellie dans une couverture, et nous avons filé. Sans chaussures, sans sac, sans une seconde à perdre. Des gens criaient déjà à l'étage. Quelqu'un frappait aux portes. J'ai aperçu des flammes par la fenêtre de la cage d'escalier. 3e étage. Nous nous en sommes sortis de justesse. Dehors, le parking ressemblait à une zone de guerre. Des gens enroulés dans des serviettes, tenant des enfants en pleurs, pieds nus, regardant tout ce qu'ils possédaient se transformer en fumée. J'étais là, tenant les miens, le cœur battant, le béton froid mordant mes pieds, regardant brûler l'appartement où j'avais élevé mes enfants. J'ai publié un message sur Facebook depuis le téléphone de Kayla, toujours debout sur ce parking. Mon propre téléphone n'avait plus de batterie. Mon portefeuille était à l'intérieur. Les clés de voiture, les vêtements, tout. Les enfants et moi sommes en sécurité, mais nous n'avons nulle part où aller. Je pensais que quelqu'un répondrait. Pas des inconnus, la famille. Je ne demandais pas d'argent. J'avais juste besoin d'un endroit où dormir, cette nuit-là. J'ai actualisé la page 100 fois. 10 minutes ont passé. 20. 45. Rien. 1 heure plus tard, Heather, ma cousine celle qui avait pleuré quand j'avais acheté la première robe d'anniversaire d'Ava parce que la famille doit être là pour la famille a publié des photos d'une fête au bord de la piscine. Elle, ses enfants, des margaritas. Mes parents étaient là, mon frère Brandon, des tantes, des oncles, tout le monde. Ils portaient des t-shirts assortis qui disaient « La famille d'abord ». Sa légende, la famille avant tout. Ça m'a coupé le souffle plus que l'incendie n'aurait jamais pu le faire. Kayla m'a offert son canapé sans même poser de questions. Je crois qu'elle a vu mon visage, vu les enfants emmitouflés dans de fines couvertures. Elle a juste hoché la tête et a commencé à sortir des oreillers d'un placard. Cette nuit-là, Ava a chuchoté, c'est notre nouvelle maison. Je lui ai répondu, juste pour l'instant. Elle m'a regardé un moment, comme si elle n'y croyait pas, puis elle s'est retournée et s'est endormie. Personne n'a appelé. Personne n'a envoyé de message. Pas même un « tu vas bien ?» Pas même de ma mère. Ils ont tous vu la publication. Je le sais, parce que la photo de Heather avait 23 commentaires, et ma publication était juste en dessous, dans son fil d'actualité. J'ai pu voir que ma mère l'avait aimé la photo de la piscine, pas la mienne. Ils savaient. Simplement, ils s'en fichaient. Et ce n'était pas comme si je n'avais pas fait assez pour eux. Quand Brandon est entré à l'université et n'avait pas assez d'argent pour les livres ou la caution, devinez qui a fait les chèques? J'étais déjà mère célibataire à l'époque. Brandon était l'enfant prodige, le boursier aux notes parfaites. Mes parents l'adoraient, disaient qu'il était leur investissement. J'ai fait cet investissement, moi aussi. J'ai co-signé ses prêts étudiants, payé son assurance auto pendant 2 ans, et même remboursé une facture de carte de crédit de 1300 € quand il ne pouvait pas avouer à mes parents qu'il l'avait utilisée jusqu'à la limite pendant les vacances de printemps. Et maintenant, nous sommes sans abri, et eux, ils font des bombes dans la piscine et des grillades. 2 semaines sur le canapé de Kayla. 2 semaines à porter les mêmes leggings donnés, à utiliser les laveries automatiques, à entendre Ava demander après ses poupées, et Ellie à faire pipi au lit en pleurant parce que ce n'était pas sa couverture. J'ai ravalé ma fierté et j'ai demandé un logement d'urgence, des bons alimentaires, tout ce que je pouvais obtenir. Toujours rien de leur part. Et puis, de nulle part, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. 88 appels manqués, tous de mon père.
Puis, le texto est arrivé, au secours. 3 900 € ce soir. Sans ponctuation, sans explication. Et d'un coup, je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de confusion, juste une clarté froide que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et sans hésiter, j'ai fait un choix qui a tout changé. J'ai fixé ce message pendant un long moment. 3 900 € ce soir. C'était tout. Pas de « comment vas-tu ?» Aucune mention de l'incendie. Aucune question sur Ava ou Ellie. Juste une exigence. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. Puis mon frère, puis Heather. Soudain, mon téléphone explosait d'appels, comme si nous étions proches, comme si nous n'avions pas vécu dans des sacs poubelles et des bacs de charité pendant 2 semaines. Quelques autres textos sont arrivés. De maman, il a des ennuis. On a besoin de toi. De Heather, s'il te plaît, ne fais pas de ça une histoire à propos de l'incendie. On ne savait pas. De Brandon, je ne demanderai pas si ce n'était pas sérieux. J'ai ri assez fort pour que Kayla passe la tête dans le salon où j'étais allongé avec les enfants. Je lui ai montré le téléphone. Elle n'a rien dit, a juste secoué la tête et est retournée dans sa chambre. Et toujours, je n'ai pas répondu. Ils ont continué à appeler, toutes les heures, pendant 6 heures d'affilée. Quand j'ai finalement décroché, c'était la voix de mon père, rauque et basse. Il devait de l'argent. Pas pour un loyer ou quelque chose de responsable. Des dettes de casino. Il avait recommencé à jouer. Apparemment, c'était un malentendu, selon lui. Une situation temporaire. Il avait juste besoin de rembourser quelqu'un avant que ça ne devienne compliqué. Je lui ai demandé si maman était au courant. Il a fait une pause. J'avais ma réponse. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Ils ne sont pas venus parce qu'ils pensaient que je m'en sortirais. Parce qu'ils ont supposé que je trouverais une solution. J'étais toujours celle qui trouvait une solution. Ils m'ont utilisé comme une seconde source de revenus, une adulte de secours, un outil. Ils n'ont pas demandé comment nous allions. Ils n'ont pas demandé où dormaient les enfants. Ils ont demandé si j'avais toujours accès à ce fonds d'urgence que j'avais mentionné une fois, lors d'un dîner de Noël, celui que j'avais constitué en travaillant 60 heures par semaine, pour mes enfants, pour notre avenir. Je lui ai dit que non. Il s'est tu, puis il m'a demandé si j'allais vraiment le laisser tomber. J'ai dit, je crois que c'est déjà le cas, et j'ai raccroché. Après ça, tout a changé. Brandon a appelé le lendemain, faisant semblant de prendre des nouvelles, mais il a fini par me demander si je pouvais au moins prêter une partie de l'argent. Il a dit que je gardais rancune pour quelque chose qui n'était même pas personnel. Je lui ai demandé s'il se souvenait à quel nom était sa première voiture. Silence. Maman m'a envoyé un message cette nuit-là. Un long paragraphe sur le fait qu'elle se sentait prise entre deux feux, que la famille, c'est compliqué, que je ne devrais pas laisser ça détruire notre lien. Aucune mention d'Ava ou d'Ellie. Pas un mot. J'ai renvoyé une seule ligne, je ne suis pas prise entre deux feux. Je suis à l'extérieur, en train de vous regarder nager. Puis, je l'ai bloqué. Une semaine s'est écoulée. Pas de nouveaux appels. Pas d'excuses, rien. Et puis, un matin, alors que j'habillais les enfants pour l'école, j'ai trouvé quelque chose dans le sac à dos d'Ava. Une lettre qu'elle avait écrite de son écriture maladroite de 6 ans. Elle y parlait de vivre dans une maison pyjama, et à quel point son lit, sa maison de poupée et les dessins sur son mur lui manquaient. J'ai pleuré dans la salle de bain pendant 10 minutes, et c'est à ce moment-là que j'ai su que ce ne serait pas temporaire. Ni l'incendie, ni le canapé, ni la trahison. C'était une ligne tracée dans le sable. Je n'allais pas revenir en arrière. Ni à leurs appels, ni à leurs conditions, ni à cette définition tordue de la famille. J'ai pris une décision. Ils voulaient nous oublier. Très bien. J'allais faire en sorte qu'il leur soit impossible de faire à nouveau partie de nos vies. Les semaines suivantes ont été un véritable tourbillon. Je ne dormais pas beaucoup, en partie à cause des ressorts du canapé dans mon dos, et en partie parce que je ne pouvais pas m'empêcher de tout ressasser. Tous les anniversaires que j'avais payés, les fois où j'avais prêté de l'argent sans intérêt, les fêtes que j'avais organisées juste pour maintenir tout le monde uni. Ce n'était même pas une question d'argent. C'était la rapidité avec laquelle ils nous avaient laissé tomber, dès que nous étions devenus un inconvénient. Je passais mes journées à jongler entre le travail, l'école d'Ava,
les crises d'Eli et la paperasse pour l'aide au logement. Je n'avais pas touché de salaire depuis plus d'un mois, à cause des jours de travail manqués après l'incendie. Nous vivions de ce qu'il restait de mes économies, ce qui n'était pas grand-chose, mais, étrangement, je me sentais plus lucide que jamais. Puis, ce fut la goutte d'eau. Kayla m'a tendu son téléphone un matin. Elle avait l'air bizarre. « C'est ta mère ?» a-t-elle dit. Elle a laissé un message vocal sur mon téléphone. Ne me demande pas comment elle a eu mon numéro. J'ai écouté. Ma mère disait qu'elle était inquiète pour les enfants. Elle disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi je les privais de leur famille, et a terminé par quelque chose qui m'a glacé le sang. Nous devrons peut-être parler à quelqu'un de la garde. Ce n'est pas sain pour eux. La garde ? Comme si elle parlait de meubles. C'est là que quelque chose a basculé en moi. Je suis devenue froide. De ce froid qui ne se fissure pas. Il voulait que ça tourne autour des enfants. Très bien. Parlons des enfants. Parlons de la fois où Ava est restée à l'hôpital avec 42 fièvres et que personne n'est venu. Parlons du 3e anniversaire d'Eli, quand ils ont dit qu'ils étaient trop occupés ou pour traverser la ville. Parlons du fait qu'aucun d'entre eux n'a offert un lit après l'incendie de notre appartement, mais que maintenant, ils s'inquiétaient de mes compétences parentales. Je ne l'ai pas rappelé. J'ai appelé une avocate. J'ai trouvé une femme nommée Denise, par le biais d'une organisation à but non lucratif pour mères célibataires. Elle m'a rencontré un dimanche après-midi, dans un bureau à moitié vide au-dessus d'une friperie. Elle n'a pas perdu de temps, m'a dit exactement ce dont j'avais besoin, des documents, des messages, des preuves de négligence, et comment anticiper toute fausse accusation. J'ai tout sorti, les textos, les journaux d'appel, les appels manqués qui n'arrivaient qu'après que mon père ait eu besoin d'argent, les messages vocaux, la publication Facebook, le silence qui a suivi. Denise m'a regardé droit dans les yeux et a dit, il n'aurait aucune chance. Cette nuit-là, j'ai écrit un message dans le chat de groupe familial. Je ne voulais aucune ambiguïté. Je ne voulais pas qu'il déforme quoi que ce soit. J'ai écrit, c'est la dernière fois que je m'adresse directement à l'un d'entre vous. Vous avez fait vos choix. Vous m'avez abandonné, moi et mes enfants, quand nous avions le plus besoin de vous. Je ne fais plus partie de cette famille, et eux non plus. Ne nous contactez plus. Puis, j'ai quitté le chat. Brandon a essayé d'appeler 2 fois. Puis un texto, tu vas vraiment tout faire exploser pour ça? Oh, je ne faisais rien exploser. Tout était déjà en cendres. J'avais juste fini de fouiller dedans. 2 jours plus tard, j'ai viré le dernier paiement automatique que j'envoyais à mes parents chaque mois, les 300 € qui étaient censés aider pour la maison, sur un compte d'épargne pour Ava et Eli. J'ai dit à Ava que nous allions reconstruire sa chambre. Elle a souri si fort que j'ai cru que son visage allait se fendre en deux. La vengeance n'était pas bruyante. Ce n'était pas une confrontation dramatique. C'était silencieux. C'était couper le cordon et les regarder réaliser qu'ils n'avaient plus d'emprise sur moi. C'était devenir plus forte, sans leur faire savoir à quel point ils avaient échoué. Et je n'avais pas encore fini. Les choses commençaient enfin à se calmer. Nous avons reçu un appel du service du logement. Quelqu'un s'était désisté pour un appartement de 2 chambres, et nous étions les suivants sur la liste. Ce n'était pas luxueux, mais il y avait une porte qui fermait à clé, des fenêtres qui s'ouvraient, et un petit coin pour qu'Ava puisse accrocher ses dessins. J'ai pleuré en signant le bail. Non pas parce que c'était parfait, mais parce que c'était à nous. Je pensais que le pire était derrière nous. Puis, un après-midi, l'école d'Ava a appelé. La secrétaire a dit que quelqu'un avait essayé de venir la chercher plus tôt. Un homme avait dit qu'il était son grand-père. Mon corps s'est engourdi. J'ai demandé s'il l'avait laissé l'emmener. Elle a dit que non. Ava avait dit à l'enseignante qu'elle ne le reconnaissait pas, lui avait dit, maman a dit qu'on ne leur parle plus. J'ai quitté le travail sans même pointer. Quand je suis arrivé à l'école, Ava a couru dans mes bras. Le directeur m'a demandé si je voulais le signaler. J'ai dit oui. J'ai déposé une ordonnance de non-communication le jour même. Apparemment, ils ne prennent pas à la légère les menaces de garde suivies de visites non autorisées à l'école. Cette nuit-là, j'ai dit à Ava qu'elle avait été courageuse. Elle m'a demandé si elle avait fait quelque chose de mal. Je lui ai dit que non, qu'elle avait fait exactement ce qu'il fallait, et je le pensais. Mais quand elle s'est endormie, je suis resté assise dans la cuisine, dans le noir, essayant d'arrêter mes mains de trembler. Ils avaient franchi une ligne.
Il n'en avait pas fini avec moi, mais maintenant, je ne jouais plus seulement en défense. Je me suis souvenu de quelque chose datant d'il y a des années, enfoui sous une pile de vieux SMS et de relevés bancaires, un paiement que j'avais fait pour Brandon. Ce n'était pas seulement un loyer ou des livres. C'était une provision pour un avocat, pour une conduite en état d'ivresse. Il m'avait supplié de ne pas en parler à nos parents. J'avais encore le reçu. Alors, je lui ai envoyé un message, juste une photo de la facture et du paiement, avec une seule phrase, « Je me demande ce que ton nouvel employeur en penserait. » Je n'ai pas eu de réponse, mais 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre en recommandé de mes parents, une note manuscrite. Nous ne voulions pas te faire peur. Nous voulions juste aider. Peut-être pourrons-nous bientôt rendre visite aux enfants? Nous avons discuté, et nous pensons qu'un nouveau départ serait bon pour tout le monde. Ça aurait été risible si ce n'était pas si malsain. Un nouveau départ. Ils ont essayé d'enlever ma fille de l'école comme si c'était un sac à dos qu'ils avaient oublié de prendre en sortant. Je n'ai pas répondu, mais j'ai apporté la lettre à Denise. Elle l'a lue, a pris une profonde inspiration et a dit, « Ils deviennent désespérés. » Ne sciez pas, je n'ai pas scié. Au lieu de ça, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire au nom d'Ava. J'ai fait une tirelire pour la future thérapie d'Ellie, au cas où. J'ai coupé tous les liens qui pouvaient être tracés, j'ai annulé l'ancien numéro, changé de travail, déménagé à nouveau à la fin du bail. Je n'ai dit à personne où nous allions, pas même à Kayla. Et puis, il s'est passé quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. J'ai croisé la femme de Brandon dans un parking de Target, son caddie rempli de lait maternisé et de gaufres surgelés. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux gonflés. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis une semaine. Elle m'a vu et s'est figée. J'ai hoché la tête. Elle s'est approchée et a dit, « Tu avais raison. » C'est tout. Elle n'a pas demandé pardon, n'a pas essayé de s'expliquer, juste ces 3 mots. Puis, elle est retournée à sa voiture et est partie. Je suis resté là un long moment, regardant ses feux arrière disparaître. J'aurais dû me sentir triomphante. Ce n'était pas le cas. Je me sentais achevé, comme si toute cette histoire s'était enfin consumée. Mais il restait encore une chose que je devais faire, avant de pouvoir passer complètement à autre chose. Ava était en train de colorier à la table quand je l'ai fait, assise là avec ses crayons, fredonnant dans ses petites chaussettes dépareillées. Ellie dormait sur le canapé, bavant sur son nouveau coussin Spider-Man. Moi, je tenais mon téléphone, le doigt suspendu au-dessus du dernier lien que j'avais avec eux, la photo de groupe de la famille, celle qu'ils utilisaient pour chaque carte de vœux, chaque diaporama d'anniversaire et chaque publication suffisante sur les générations d'amour. J'y étais, sur le côté, tenant Ava bébé, portant le même sweatshirt dans lequel je dormais pendant mon 2e trimestre. Elle avait été prise juste après la remise de diplôme de Brandon, celle que j'avais payée. Je connaissais ce sourire. C'était le genre de sourire qu'on arbore quand on garde une rancune secrète, comme un cadeau qu'on est trop poli pour refuser. Je l'ai supprimé. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai retrouvé l'email que j'évitais depuis des mois, le paiement automatique des frais de scolarité pour le master de Brandon. Une autre chose que j'avais stupidement proposé de couvrir quand il avait dit que ça changerait tout pour son avenir. Je payais 200 € par mois depuis plus d'1 an. Je l'ai annulé. Et quand l'écran de confirmation est apparu, j'ai chuchoté, « Voilà votre héritage, les enfants. » Ava n'a même pas levé les yeux. Elle était trop occupée à dessiner des étoiles autour d'une famille de bonshommes allumettes qui ne comptait que 3 personnes. Cette nuit-là, je les ai assis tous les deux et je leur ai dit que nous allions faire un petit voyage. Juste nous. Sans téléphone, sans travail, sans drame. J'avais un peu d'argent de côté, et je me suis dit que si j'avais pu survivre à un incendie, à une trahison et à une quasi-tentative d'enlèvement, je méritais bien un week-end avec une belle vue. Nous sommes allés dans le nord de l'État, avons trouvé un chalet, nourri les canards et fait griller des guimauves. J'ai regardé Ava apprendre à Ellie à faire des ricochets. Ils ont ri jusqu'au coucher du soleil, et pour la première fois depuis des mois, ma poitrine ne me semblait plus porter des briques. Au moment où nous sommes rentrés, cependant, le karma a frappé à la porte. Heather m'a transféré un email de l'avocat de mon père. Il me poursuivait en justice. Pas pour la garde, pas même pour de l'argent pour diffamation. Apparemment, la nouvelle s'était répandue. Quelqu'un avec qui Brandon travaillait avait vu une vieille publication que j'avais faite sur Reddit, anonyme bien sûr, sur la trahison familiale. Ils avaient fait le lien. Il a été interrogé par les RH.
Brandon a perdu un projet majeur. Des rumeurs se sont propagées. Et au lieu de me confronter comme des adultes, ils ont décidé de tenter le tout pour le tout. Sauf qu'ils avaient oublié à qui ils avaient affaire. J'ai tout envoyé à Denise. Elle a ri. Pas poliment, pas mal à l'aise. Elle a vraiment ri. Elle a dit, laissez-les essayer. Nous avons déposé une contre-plainte, harcèlement, tentative d'aliénation parentale, contact non autorisé avec un mineur. Je ne me défendais plus seulement, je passais à l'offensive. 2 semaines plus tard, l'affaire a été classée. Discrètement, en privé, comme s'il n'avait même jamais essayé. Pas d'excuses, pas de mail, pas de parlons-en. Juste le silence. C'est là que j'ai su que c'était fini. Je ne faisais plus partie de leur histoire. Ils faisaient juste partie de la mienne. Un chapitre sombre, un chapitre avec des marques de brûlure, peut-être, mais plus de pages à écrire. J'ai rangé les documents du tribunal dans un tiroir et je n'ai pas regardé en arrière. Non, maintenant, il était temps de commencer la dernière partie. La partie où nous allions vraiment vivre. Cela fait 8 mois depuis le dernier message, 8 mois depuis que je leur ai dit de ne plus me contacter. Et cette fois, ils ont vraiment écouté. Ou peut-être ont-ils enfin compris que je ne bluffais pas. Peut-être ont-ils réalisé qu'ils avaient poussé la mauvaise personne trop loin, une fois de trop. J'ai bloqué tous les numéros, tous les emails, changé d'horaire, et retiré les enfants de toutes les listes où leur nom pourrait apparaître. Annuaire scolaire, formulaire de contact d'urgence, tout. Denise m'a aidé pour le reste. J'ai rempli tous les papiers, pris toutes les mesures, rendu le tout hermétique. Le silence est venu rapidement après ça, et il est resté. Ce qui est drôle, c'est que je pensais que je me sentirais vide si je les coupais de ma vie, comme si j'avais perdu quelque chose d'essentiel. Mais il s'avère que le silence ressemble beaucoup à la paix, surtout quand il succède à des années de culpabilité, de manipulation et de mépris. Nous avons finalement déménagé à nouveau. Un endroit avec nos noms sur le bail, et aucune faveur à devoir. 2 chambres, une baignoire ébréchée, des fenêtres qui fuient un peu quand il pleut, mais, malgré tout, c'est chez nous. Ava a choisi une peinture lavande pour ses murs et les a recouverts d'étoiles et de photos de chiots découpés dans des magazines. Ellie a eu des rideaux Spider-Man. Nous nous endormons au son du ronronnement d'un vieux frigo et nous nous réveillons avec la lumière du soleil qui traverse de vrais rideaux, pas ceux que Kayla avait accrochés au-dessus du canapé lit. J'envoyais 300 € par mois à mes parents pour aider avec leur hypothèque. 200 € de plus pour les études de Brandon, parfois plus quand il m'oubliait de couvrir certaines choses. Maintenant, cet argent va au sac à dos, aux livres scolaires, aux leçons de ballet, aux nouvelles chaussures, à la nourriture. Je n'ai pas à le rationner pour le faire durer. J'ai ouvert des comptes d'épargne au nom des 2 enfants. Il n'y a pas une fortune dedans, mais il y a plus que 0, ce qui est plus que ce que j'ai jamais eu en grandissant. Et je ne suis plus constamment à sec. Non pas parce que je gagne plus, mon travail paie toujours la même chose, mais parce que j'ai cessé de saigner de l'argent pour des gens qui m'ont laissé brûler. Je pense à cette nuit parfois, en regardant notre appartement s'illuminer comme une lanterne, pendant qu'Ava s'accrochait à moi et Kelly pleurait parce que son ours en peluche était resté derrière. Je pense au fait que pas une seule personne de ma soi-disant famille n'a pris contact pour demander si nous avions besoin d'eau, d'un transport, d'une brosse à dents. Ils nous ont laissé disparaître comme si nous n'existions pas. Maintenant, nous n'existons vraiment plus. Pas pour eux. Ils ont probablement réécrit l'histoire, maintenant. Se sont dit que j'étais devenue folle. Que j'avais isolé les enfants. Que je m'étais retourné contre eux. C'est bien. Qu'ils le fassent. Qu'ils s'assoient autour de leurs fêtes arrosées de vin et prétendent que j'étais l'ingrate. Ils ne savent pas qu'Ava a commencé à lire des livres pour enfants très tôt, ou Kelly a enfin appris à nager sans flotteur. Ils ne savent pas que nous avons mangé des crêpes pour le dîner 3 soirs de suite, juste parce que nous en avions envie. Ils ne savent pas que j'ai recommencé à prendre des photos des vrais, imprimées et encadrées. Notre nouvel appartement a un mur rempli de photos. Pas une seule n'inclut mes parents, ni Brandon, ni quiconque ayant choisi leur confort plutôt que notre survie. Ava a demandé une fois si nous les reverrions un jour. Elle l'a dit comme si elle demandait des nouvelles d'un film dont elle se souvenait. Je lui ai demandé pourquoi, et elle a juste haussé les épaules. Ils sont un peu comme des fantômes maintenant, a-t-elle dit. Elle n'avait pas tort. Je lui ai dit que, parfois, quand les gens te font du mal et ne s'excusent jamais, la meilleure chose à faire est de les laisser derrière.
Pas parce que tu les détestes, mais parce que tu t'aimes davantage. Elle a hoché la tête et est retournée dessiner des étoiles. Ellie ne demande jamais. Il est trop occupé à prétendre que le salon est un vaisseau spatial et que le canapé est la lune. Son monde est doux, maintenant. Il sait qui le borde tous les soirs. Qui achète les goûters du coucher? Qui lui tient la main quand il a peur? Moi. J'ai arrêté d'expliquer. J'ai arrêté de donner des versions édulcorées de dures vérités. Quand les gens me posent des questions sur ma famille, je dis simplement, c'est moi et les enfants. C'est tout ce dont nous avons besoin. Et je le pense. La rupture nette ne m'a pas brisé. Elle m'a rendu entière. On dit parfois que les liens du sang sont plus forts que tout, mais j'ai appris que le sang peut aussi vous noyer tout aussi vite, surtout quand vous êtes la seule à nager pendant que les autres restent sur le rivage à regarder. Je n'ai pas besoin qu'ils nous applaudissent. J'ai 2 petites paires de mains qui le font, chaque jour. Nous ne sommes plus brisés. Nous ne faisons que commencer.